La récupération est un sujet vaste, mais essentiel dans une optique de performance sportive. Dans cette série de podcasts, nous abordons cette thématique en compagnie d'experts, d'entraîneurs et d'athlètes de haut niveau qui nous offrent leur expérience et leurs connaissances, tout en démystifiant certaines idées reçues. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie d'Anaëlle Malherbe. Anaëlle, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Ouais. Donc Anaëlle Malherbe, je suis psychologue clinicienne et préparatrice mentale. J'interviens avec différentes équipes de France et des athlètes olympiques, à la fois sur le versant psychologique et sur l'aide à la performance. Voilà. Très bien, merci. Donc, vous l'aurez compris, Anaëlle est psychologue, clinicienne. Donc, aujourd'hui, on va parler d'aspect mental. Si vous avez pu écouter le premier podcast avec Adrien Revaux, on a présenté justement la pyramide de la récupération avec les piliers qui étaient la nutrition, l'hydratation, le sommeil. Et juste après venait la récupération mentale. Donc c'est un aspect essentiel dans le cadre de la performance sportive. Anaëlle, pour commencer peut-être, quelle est l'influence de l'aspect mental dans la performance sportive ? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est difficile de dire à quel point ça a un impact. Il y a certains athlètes qui vont dire que ça peut avoir au moins 70% d'effet sur la performance. Je pense que ça dépend des uns et des autres. Globalement, la dimension mentale, elle va être importante sur plusieurs choses. Elle va t'aider en effet sur l'optimisation à développer des habilités sur la gestion des émotions, sur la capacité à se relâcher, à monter son niveau d'activation, à prendre des décisions pertinentes au bon moment, à communiquer, enfin vraiment tous les aspects de la performance qu'on peut rentrer entre guillemets dans la catégorie prépa mentale. Ça va être aussi une clé sur le bien-être à travers la connaissance de soi et le travail, on va dire, plus en profondeur sur le versant psy. Et puis par rapport à la thématique que tu ouvres aujourd'hui, clairement la récupération est aussi une des clés qui parfois peut être oubliée par certains athlètes et qui pour autant est vraiment un des piliers sur ce côté santé et performance. Est-ce que ce qui va être important, puisque nous on va parler donc récupération, ça va être d'être à dispo mentalement, comme on peut dire qu'un athlète est disponible pour l'entraînement, finalement être disponible mentalement aussi pour l'entraînement, pour la compétition, c'est ce qui va être important ? C'est un des éléments qui va être important dans le côté récupération mentale. Après, je pense qu'il y a d'autres aspects. Tu vois, par exemple, avant certaines compétitions, j'étais avec une judokate ce matin qui me disait, moi, la veille de la compète, je vais dormir 3 ou 4 heures. Et quand tu fais du judo, autant dire que si tu vas loin dans ta journée en termes de combat, c'est quand même très énergivore. Et donc, du coup, on peut avoir des approches pour l'aider déjà en amont à mieux récupérer et la veille à gérer toutes les ruminations, toutes les pensées, toute la visualisation qu'elle peut avoir pour aider, on va dire, à mettre le cerveau un peu en mode pause et s'endormir plus facilement et plus efficacement. C'est aussi une manière d'avoir une certaine hygiène de vie qui va t'éviter de tomber des fois dans du surentraînement ou burn-out ou de te blesser. Donc t'as plusieurs moments clés, je trouve, qui sont importants dans l'optimisation de la récupération et qui sont, comme je te disais, assez souvent mis de côté par les athlètes qui ont l'impression que le volume, des fois, est plus important que de rester sur la qualité et réussir, des fois, à lever un peu le pied. Merci. Donc, est-ce que ce dont on parle actuellement, en fait, ça fait le lien avec donc, une fatigue mentale qui s'installe au fur et à mesure des jours, des entraînements et, comme tu le disais dans le cas de ta judokate, au long d'une journée de compétition, par exemple, c'est à ça qu'on fait référence quand on dit qu'on va récupérer mentalement, c'est pour justement récupérer de cette fatigue mentale qui s'installe au fil du temps ? Idéalement, j'ai envie de te dire, ce serait même de prendre les choses bien en amont. Je vais te donner un exemple de la vie de tous les jours. Je vois beaucoup de gens, même tu vois, des collègues qui vont se dire c'est pas grave, je vais tenir et je récupérerai quand je suis en vacances. Et donc du coup, on prend nos vacances une fois qu'on est claqué.
Sauf que c'est déjà trop tard. L'idée, c'est de pouvoir optimiser les choses en amont pour justement éviter d'aller jusqu'au bout de tes limites. Et pareil, on le voit souvent à Noël, hein, la majeure partie d'entre nous, on tombe malade quand on arrive sur les premiers jours de vacances parce que ton organisme se relâche. Et donc, du coup, il y a des fois où c'est là où on peut être plus fatigué ou tomber malade. Et donc, du coup, pour les athlètes, l'enjeu étant quand même assez important. L'idée, c'est de pouvoir poser des routines qui vont les aider en fait à intégrer ça de manière assez naturelle et du coup à trouver leurs tips pour récupérer au fur et à mesure et pas tomber dans le risque d'être dans une situation de fatigue importante avec moins de performance qui peut avoir aussi un impact sur la gestion des émotions, etc. Finalement, la routine, c'est ce qui va permettre de se décharger mentalement? En grande partie, ouais. Après, tu vas voir, comme je te disais, donc t'as ce côté travail en amont et au final développer ses habitudes pour que ça devienne plutôt naturel. Il va y avoir les moments à enjeu où là tu vas justement optimiser en lien si possible avec l'entraîneur, le prep physique, la charge et puis poser des outils ou des approches qui vont les aider à mieux récupérer, à mieux gérer leurs pensées ou leur stress pré-compétitif, tu vois, avant les jeux. Autant dire qu'il y en a beaucoup qui ont mal dormi et en même temps ça se comprend aussi vu l'objectif. Et puis après, il y a des moments où tu vas aussi avoir des événements de vie qui vont t'impacter. Juste en off, tout à l'heure, tu me disais que tu voulais interroger un collègue de la scolarité. Quand tu as tes partiels, tes championnats d'Europe ou championnats du monde, et que en plus à la maison ou dans ta vie de couple, il y a quelque chose qui se passe, autant dire que mentalement, pareil, ça va être assez impactant. Et donc du coup, là, il y a aussi besoin de travailler dessus. Cette charge mentale, elle a un impact direct sur les performances physiques, tu penses? Ou c'est peut-être moins direct, ça se ressent moins, mais finalement, au cumulé, au fil du temps, on se sent plus fatigué de façon générale? Oui, pour moi, le corps et l'esprit sont quand même vraiment très en lien. Et donc, du coup, ils sont quand même, les athlètes sont très kinesthésiques, ils sont très sensibles aux sensations, ils vont quand même assez vite le ressentir. Donc clairement, pour moi, les deux sont liés, quoi. T'en as un qui va moins bien, ça peut avoir un effet sur l'autre et inversement. Donc, c'est possible parfois que un athlète qui est moins performant à l'entraînement, il va se dire « Ah, je suis pas en bonne forme physique, etc. » En fait, le problème peut venir d'ailleurs. Exactement. Et finalement, il faut peut-être qu'il remette en cause, je ne sais pas, son sommeil, qu'il fasse le bilan de ce qui se passe autour de lui dans sa vie, pour voir peut-être que ça vient justement d'une charge mentale qui fait qu'il n'arrive pas à être performant physiquement. Ouais, exactement. Tu vois, je vais te donner un autre exemple récent. Un athlète là qui a fait les Jeux, qui a une grosse charge d'entraînement, mais aussi beaucoup de compètes cette année. Très peu de récup au final entre la fin de saison, enfin la fin d'Olympiade et le début. Et puis du coup on a creusé ça. Il a eu besoin de se mettre off après une compète. J'en avais parlé avec l'entraîneur et pour le coup je l'avais aussi prévenu en lui disant écoute là, de mon point de vue, je pense que ça peut quand même être pertinent, surtout qu'il y a des grosses échéances cet été. Là, il tire sur la corde et idéalement, il aurait quand même fallu récupérer avant. Et donc, quand on creuse un peu les différents besoins et ce qui ressort aussi en termes de difficultés, c'est que, en fait, il a besoin d'avoir son espace et d'avoir un lieu de vie où il se sent beaucoup mieux. Là où il est à l'internat, et en fait, il n'arrive pas à couper. Et donc, l'une des priorités, ça a été de trouver un appart. Je l'ai revu il y a quelques jours. Il a pris son temps off pour se ressourcer, aller voir ses proches, etc. et trouver un appart. Et d'un coup, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, en effet, il y a des moments où, en fait, c'est aussi voir dans ce système ce qui va aider la personne à se sentir mieux. Là, tu pourrais te dire instinctivement, je vais travailler sur l'entraînement. Bah non, là, c'est temps off, on va dire vacances, récup, mais aussi avoir un lieu de vie où ils se sentent bien et où ils peuvent vraiment décompresser. C'est super intéressant, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ta réponse. Déjà, tu as parlé de l'entourage.
le fait peut-être de lâcher prise, d'avoir des relations sociales, c'est quelque chose qui est important dans la carrière d'un sportif pour justement déconnecter de sa vie où, comme tu le dis, il peut être toujours la tête dans le guidon. Là, en l'occurrence, c'était un athlète qui était à l'INSEP, donc toujours dans cet environnement, on va dire, de performance. C'est important pour les athlètes de savoir lâcher prise, de savoir avoir des loisirs à côté du sport. Clairement, alors ils vont tous être différents. Donc t'en as qui vont avoir des activités plutôt des fois en solo, calme, tu peux aller à la pêche avec un pote. Et puis t'en as qui vont avoir besoin en effet de se connecter, d'aller voir leur famille, d'aller voir leur bande d'amis, de parler d'autres choses aussi que le sport. Donc ça c'est clairement un des éléments clés. Tout comme le double projet, je pense que même s'il y a des aménagements qui sont nécessaires au vu des enjeux de compétition, je pense que c'est quand même important pour leur développement personnel et même pour leur identité d'avoir autre chose à côté, que ce soit un peu d'études ou que ce soit un job. Et donc la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir dans ta réponse précédente, tu avais parlé de l'entraîneur, où tu disais qu'il avait fallu aussi en parler avec l'entraîneur pour lui expliquer que peut-être l'athlète avait besoin de prendre un temps off. En ce qui concerne l'entraîneur, justement, lui aussi, il peut être amené à être toujours, on va dire, la tête dans le guidon parce qu'il a potentiellement une pression de performance de son athlète. Est-ce que c'est important aussi que l'entraîneur prenne, lui, des jours off, du recul, pour justement être plus à même de comprendre finalement les difficultés que son athlète peut avoir et être potentiellement... Puisque j'imagine qu'un entraîneur qui n'est pas, on va dire, apte mentalement pour son athlète, ça peut avoir un impact sur la performance directe de l'athlète. Clairement, moi j'ai de plus en plus d'entraîneurs qui viennent aussi sur des demandes d'accompagnement, beaucoup moins que les athlètes forcément, mais déjà ça s'ouvre et je trouve que c'est souvent entre guillemets des profils à risque, dans le sens où ils ont une charge d'entraînement énorme, ils sont beaucoup en déplacement. L'hygiène de vie, elle peut être aussi impactée avec les décalages horaires. Tu manges à l'hôtel, etc. Tu as peut-être moins de temps pour prendre du temps pour toi et faire un peu de renfo, ou peu importe en fait. Et donc, j'en vois beaucoup qui clairement sont sur le fil. Quand ils rentrent à la maison, quand ils réussissent à avoir une vie de famille, il faut aussi qu'ils soient présents. Et donc du coup, c'est primordial de les aider à peut-être faire un point sur la manière dont leurs différents domaines de vie s'organisent et comment ils peuvent trouver des moyens à l'intérieur de ça d'avoir des bulles de ressourcement. Et justement, l'état émotionnel dans lequel ça va les mettre va forcément avoir un impact sur l'ensemble du staff et sur les athlètes. Avant les Jeux, il y en a qui commençaient à fatiguer. Tout le monde l'a géré différemment. La période des JO, elle a été hyper intense. Si tu es fatigué et que tu as tendance à être irritable, dans ton coaching, ça va être compliqué si tu veux mettre en confiance tes athlètes. Si par contre, tu sais que, je pense à un entraîneur, ce qu'on voit ensemble, c'est que maintenant, ce qu'il fait, il va sur le lieu de la compète, il fait les chauffes avec eux, etc. Et puis, il y a un moment, il va avoir besoin de se ressourcer. Et donc, en fait, il part tout seul. Il va à l'extérieur de la salle, ne serait-ce que 15-20 minutes, respirer, prendre l'air, marcher tranquillement. Et en fait, ces petites bulles-là lui permettent de garder un niveau de sérénité OK, d'être moins fatigué sur la journée de compète. Et en fait, quand on enchaîne 3 ou 4 des jours comme ça, ça fait une vraie différence dans ton coaching et dans ton état psychique. Est-ce que tu penses qu'au sein d'un staff, ça peut être intéressant d'avoir un psychologue comme toi ou un préparateur mental qui puisse justement aider non pas seulement le sportif mais tout l'ensemble du staff à s'organiser, à gérer les temps, on va dire peut-être les temps de charge de chaque personne? Idéalement, je pense que ça aiderait. Tu vois, je vois quand l'escrime, ça fait depuis plus de 8 ans, on a fait au moins 2 Olympiades ensemble, tu vois, on est en train d'engager une 3e Olympiade. Au fur et à mesure, j'ai, de manière des fois officieuse, été en soutien de certains entraîneurs. Des fois, on a vraiment bossé ensemble et du coup, de pouvoir leur faire certains feedbacks, de pouvoir aussi passer certains messages, clairement, je pense que ça fait la différence et c'est dans ces collectifs-là qu'ils ont aussi
pris conscience que c'était important de prendre soin d'eux. Alors que ça pouvait être, je pense à certains que je nommerai pas, mais qui sont bien conscients de ça, qui étaient plutôt très, comment dire, timorés par rapport à ce type de démarche. Donc clairement, je pense que ça fait la différence, et tu le vois dans les collectifs où tu as des psys, on va avoir tendance à intervenir de manière holistique. Ok. Et d'un point de vue donc de la gestion justement on va dire d'un tel staff, d'un tel effectif, peut-être même en sport collectif aussi, comment est-ce que, je sais pas si tu le fais du coup ou si c'est des choses que tu penses qui sont envisageables, mais comment on fonctionnerait ou comment tu fonctionnes, ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu vas planifier, on va dire, peut-être des périodes de charge mentale pour les personnes, même si c'est très dur, hein, j'imagine, parce que c'est peut-être quelque chose qui est plus dur à contrôler que la charge d'entraînement physique, la charge mentale, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie de chacun. Mais est-ce que tu arrives quand même on va dire, à planifier, à dire cette période-là, ça va être chargé mentalement, il faut peut-être que, justement à l'approche des jeux par exemple, il faut peut-être décharger physiquement pour pas créer non plus une surfatigue, qu'elle soit mentale et physique. Est-ce que ce genre de choses existe ? En tout cas, moi, je le fais. Tu vois, je sais pas trop comment les collègues ils bossent là-dessus. J'en ai jamais parlé avec d'autres collègues. Mais globalement, tu vois, l'expérience avec les Jeux Olympiques m'a aussi pas mal sensibilisée là-dessus, dans le sens où tu vois, Tokyo, les Jeux de Pékin d'hiver ou Paris, quand t'es dans la fournaise, entre guillemets, quand t'y es et que tu vois toute l'énergie, que tu vois les uns et les autres qui commencent à fatiguer, tu vois les signaux psychiques, mais qui en fait sont souvent là plusieurs mois en amont. Pour moi, je me suis rendu encore plus compte à quel point c'était important de le faire en amont. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, il y a quand même un vrai versant de prévention. Et donc, du coup, avec les athlètes que j'accompagne sur ce côté optimisation, on va regarder un peu le planning qu'ils ont. Tu vois, sur les moments où il y a beaucoup de compètes, les moments où c'est plutôt de l'entraînement, des stages, etc. Et donc, on évalue à peu près l'intensité que ça peut avoir, enfin, ça peut nécessiter. Et du coup, en fonction, on va en effet s'organiser pour que ils puissent avoir des moments où ils récupèrent vraiment. Et si possible, c'est de voir aussi avec les entraîneurs quand ils sont ouverts à ça, pour dire voilà, là potentiellement, est-ce que à tel moment tu peux le libérer 3 jours pour qu'il rentre chez lui, et puis après de nouveau il y a de l'intensité, t'as les enfin, je reprends l'exemple de la scolarité, mais tu vois, des fois les entraîneurs se rendent pas compte que t'as aussi une grosse charge avec les partiels pour certains qui vont être en même temps que les Europes. Comment tu gères, tu vois. Donc voilà, moi je planifie avec la visibilité qu'on a. T'en as, ça va être un peu au compte-gouttes. T'en as d'autres qui ont la visibilité sur une bonne partie de la saison, et donc on optimise en amont. Ouais. En fait, cet aspect-là, il peut même carrément avoir sa place dans la planification de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut planifier l'entraînement en fonction de sa charge extérieure. On pourrait, c'est pas comme ça que ça fonctionne actuellement. Donc du coup, tu vois, c'est plutôt de l'adaptation. Et idéalement, je pense qu'il y a un moment où il faudrait que tout le monde puisse se mettre autour de la table et se dire, voilà, par rapport à ce qu'on connaît de l'athlète, lui, ce qui peut lui puiser plus d'énergie, c'est ça ou ça. Et donc du coup, essayer de voir une organisation qui garde le fil rouge de l'entraînement et des cycles proposés, mais en ayant aussi un point de vigilance sur la récup et l'évitement de la blessure. Concrètement, est-ce que tu as des astuces que tu pourrais donner aux athlètes, aux sportifs qui nous écoutent, à leurs entraîneurs, ou même à toute personne qui s'en sentirait concernée, des astuces pour justement diminuer cette charge mentale, cette fatigue mentale du moins? Peut-être ça peut être des exercices, je sais pas, de relaxation, on voit souvent ça. Ça peut être justement aller se déconnecter, prendre 3 jours off comme tu le disais. Qu'est-ce que tu préconises ? C'est dur de te répondre parce que ça dépend vraiment des individus. Pour moi, le premier point, c'est d'essayer de faire un mini bilan sur ces différents domaines de vie, et puis voir le lien entre l'épanouissement, le sentiment d'efficacité et puis l'énergie que ça te prend.
Une fois que tu vois ça, ça te permet de voir là où t'es bien et puis là où ça commence à te peser. Donc t'as déjà des signaux et ça peut te permettre de mieux cibler en fait, on va dire là où tu vas chercher des solutions. Du coup, c'est je nourris ce qui va bien et puis je cherche des solutions sur ce qui va moins bien. T'en as qui vont, comme je te disais, avoir besoin de plus du lien social, de la famille, je sais pas, regarder des séries, être plus au calme, etc. Donc c'est questionner aussi là-dessus. Et après, t'as des méthodes, je trouve que l'hypnose aide vraiment parce qu'en fait, tu vas au final plutôt passer par le corps et faire certaines suggestions qui peuvent vraiment aider à soit mieux s'endormir, soit à récupérer, à se mettre dans sa bulle, à se détendre physiquement. Enfin, ça peut être vraiment assez puissant. Tous les exercices de respiration, plutôt en lien avec le système parasympathique ou même de la cohérence cardiaque régulièrement, c'est des choses qui peuvent aider. T'en as qui aiment des techniques de relaxation et de sophrologie. Et puis après, il y a aussi identifier tes pensées. Tu vois, c'est de te rendre compte aussi de la manière dont, comment dire, inconsciemment, tu vas te parler. Et donc, du coup, il y a des moments où, je pense qu'on l'a tous vécu, t'as un sujet qui te prend la tête et en fait, qui va te prendre une énergie de dingue. Est-ce que c'est si pertinent que ça de mettre autant d'énergie? Est-ce que tu as de la maîtrise dessus? Est-ce que tu peux pas visualiser ou voir la situation différemment pour au final gérer aussi ce flot de pensée? Donc en fait, t'as plein d'approches différentes, ça dépend clairement de l'individu, quoi. Ok, tu aurais des exemples d'exercices concrets? Tu parlais de relaxation, je reviens sur ça parce que c'est peut-être une des choses les plus faciles à mettre en place. Du moins, on se visualise parfaitement ce que ça pourrait être. Tu as des types d'exercices, combien de temps ça pourrait prendre d'instaurer une routine, combien de temps chaque jour? Je pense que ça dépend des périodes. Tu vois, les exercices de respiration ventrale où tu inspires par le nez, tu cherches vraiment à gonfler le ventre, activer le diaphragme, souffler par la bouche, relâcher, tu vois, le ventre, les épaules, etc. en ayant une expiration plus lente que l'inspiration. Quand tu t'entraînes à la faire, sur quelques minutes, ça t'aide déjà à te relâcher et ça peut t'aider à t'endormir. Donc, tu vois, c'est assez rapide. Pareil, ça aide sur la gestion du stress en compète. Tu peux avoir des cycles type 9-6-3, t'inspires pendant 9 secondes, tu restes 6 secondes en apnée. Là, tu vas avoir de l'oxygène dans le cerveau. Tu souffles pendant 3 secondes et tu répètes ce cycle-là. Et en fait, c'est voilà, des approches qui peuvent vraiment passer par le corps et relâcher. Sur l'hypnose, t'as... je pense que l'idéal, c'est quand même de créer un protocole avec la personne qui t'accompagne parce que tu as un peu de tout, mais bon, tu peux aussi trouver des audios tu vois, sympas sur les différentes plateformes qui peuvent vraiment aider, voilà, à déconnecter, à relâcher. Donc là, j'aurais du mal à t'en cibler plus qu'une autre. Et puis, tout ce qui est relaxation, ça peut être la prise en compte de, tu vois, conscientiser comment tu te sens dans ton corps, donc passer par les différentes parties de ton corps, sentir la zone qui est tendue. Hop, tu dessines un peu les contours de cette zone-là, tu la visualises et puis t'imagines que t'envoies tout l'oxygène dans cette zone-là, que tu cherches juste à voilà, la relâcher, intégrer. Et puis en fait, au fur et à mesure, pareil, tu vas apprendre à te détendre. Donc, t'as plein de manières différentes. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est super intéressant. Et justement, ça m'en amène une autre. Est-ce que c'est possible que ce genre de méthode ait un impact sur la récupération physique directement? Ah oui, qu'on clairement. se sente mieux physiquement après? Clairement, c'est pour ça que je trouve que les approches plus, on va dire, psychocorporelles, elles sont intéressantes parce que tu vas vraiment être sur les deux en même temps. Donc clairement, ça a un effet bénéfique. Et puis, plus tu apprends à te relâcher, tu vois, les exercices de respiration, plus au final, avec certains, on le transpose sur les routines de perf le jour de la compète. Et donc, plutôt que de perdre de l'énergie à stresser encore plus, et on redescend un peu le niveau d'activation et ça fait que d'une certaine manière, il va avoir plus d'énergie, va mieux récupérer par exemple entre 2 combats et tenir dans la durée. Ça me fait un peu aussi penser au fait que souvent on dit qu'on récupère mieux quand on a gagné que quand on a perdu. C'est toujours plus facile quand finalement mentalement ça se passe bien. Le lendemain, on a toujours l'impression d'être en forme, alors que si on a perdu pour au final le même effort physique, on se sent un peu plus en dedans. Clairement, ouais, les émotions ont un bon impact sur des fois la manière dont on peut percevoir ces fameuses situations. Ouais. Pour finir,
Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu penses aussi que c'est important pour chaque sportif de faire appel à un psychologue? Parce que je sais que c'est quelque chose qui était quand même assez tabou auparavant. J'ai l'impression que ça allait de moins en moins, que les sportifs osent de plus en plus aller voir des psychologues pour justement améliorer leur performance parce qu'ils ont compris que c'était peut-être un levier de perf. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bah écoute, je vais peut-être juste 2 mots. Il y a de moins en moins de tabous et je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'athlètes qui font la démarche. À l'INSEP, en tout cas, c'est impressionnant le changement depuis, on va dire, 8 ans post-Rio, ça a vraiment switché. Donc je pense que c'est une bonne dynamique. Les entraîneurs aussi, je pense que c'est le prochain levier que eux s'autorisent aussi à être accompagnés. Et puis après, c'est vraiment une question de besoin. T'en as qui auront besoin et qui auront besoin peut-être toute leur carrière. T'en as qui auront pas besoin et réellement... Voilà, t'en as qui se diront qu'ils n'ont pas besoin et en fait qui auront besoin quand même. Après, je trouve qu'il y a un point qui est essentiel, c'est le fait que tu vas avoir un travail qui peut être un travail plutôt thérapeutique, mais tu vas aussi avoir un travail de connaissance de toi où au final l'idée c'est renforcer ce qui va bien. Tu vois, c'est pas toujours aller sur ce qui va pas. Il y en a beaucoup avec qui je travaille depuis des années. Quand il y a un truc qui se passe, on va travailler sur ce qui va pas. Mais globalement, on est vraiment plus sur comment être encore mieux et aller être encore plus efficace. Et donc ça, je pense que c'est un point aussi à garder en tête. La psycho aide aussi à pérenniser une dynamique positive et aller encore plus loin dans cette dynamique-là. Merci beaucoup Anaëlle, c'était super intéressant. J'espère que nos auditeurs auront pris du plaisir à écouter ce podcast et qu'ils auront appris autant de choses que j'en ai appris. Donc merci beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.